Pourquoi je remercie la méditation de m'avoir rendu heureux? Voilà le sujet de cette dernière causerie. J'ai beaucoup de chance parce que je vis entouré de gens gentils. Je ne suis pas menacé par quoi que ce soit de grave. Je vis dans cette période relativement privilégiée du middle age, où on s'est débarrassé des névroses de l'adolescence, de jeune adulte, où mes parents sont encore en relativement bonne santé, enfin, et tous ces tremblements de terre qui se produisent. Je suis dans une période plutôt sereine, donc c'est une période où beaucoup de facteurs sont en place pour que je ne sois pas trop malheureux, mais la méditation, je pense quand même qu'elle m'aide beaucoup. Et je me dis aussi que de vous dire ça pourra faire écho quand même à des choses chez vous, vécues. Et c'est surtout une envie de remercier, en fait, à la méditation. C'est un exercice de gratitude envers cette pratique. Et le premier merci, c'est merci de m'avoir montré que les émotions pouvaient être domptées. Parce que mon premier contact avec la méditation, j'étais dans ma vingtaine, et je ne vais pas vous raconter toute mon enfance, mais s'il y a juste un truc utile pour comprendre pourquoi j'en avais besoin, je pense qu'on ne choisit pas. Je suis né très sensible. Et puis ensuite, quand on est très sensible, même dans le meilleur des environnements, on a des problèmes. Donc, j'ai eu des problèmes étant trop sensible. Et puis, j'ai trouvé des solutions de celles qu'on peut trouver quand on est enfant et qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Manger marchait vachement bien pour calmer les émotions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Radical, particulièrement les trucs sucrés, curieusement. Et ça, le petit expérimentateur que j'étais a trouvé assez vite que pour atténuer l'intensité émotionnelle et pour ressembler un peu plus aux gens qui semblaient en avoir des moins intenses, c'était une drogue efficace de manger. Donc j'ai beaucoup utilisé cette drogue, ce qui m'a causé un certain nombre de problèmes ensuite. Et puis à l'adolescence, j'ai essayé d'autres drogues, des vraies. Toujours, à mon avis, finalement dans le même but, dans le but d'atténuer ce qui faisait que c'était difficile de vivre avec des émotions autant à vif que celles que j'avais. Rien ne marchait hyper bien, mais enfin ça marchait temporairement. J'avais aussi, depuis que j'étais tout petit, un problème d'insomnie, mais vraiment constant, chronique. À 10 ans, j'avais déjà des valises sous les yeux monumentales, pour une raison très simple. Alors, c'est aussi les émotions fortes, mais pour moi, c'était pas clair la différence entre s'endormir et mourir, du moins quand j'étais dans mon lit. Donc en fait, j'avais peur de m'endormir. J'avais peur de la perte de conscience qui précédait le sommeil, parce que pour moi, c'était une annihilation de mon être. Et tout petit déjà, j'ai jamais aimé. Il y a plein d'autres raisons qui ont fait que j'ai peu dormi, mais je préfère la philosophique. Elle résume mieux, et comme ça m'évite de raconter encore plus de choses. Et donc, à la vingtaine, je prenais encore quelques drogues, mais j'ai jamais été toxicomane, mais j'étais consommateur pour me sentir mieux. Et je prenais des somnifères aussi, sans lesquels j'avais beaucoup de peine à dormir. Mais j'avais bien conscience que c'était pas idéal. Le quart de Stilnox, que j'essayais de pas dépasser après un certain temps, après avoir réalisé que les comprimés entiers, ça bousillait vraiment la qualité du sommeil. Mais j'étais dépendant d'un truc, j'avais beaucoup de peine à dormir sans.
Et la méditation, j'ai fait une retraite, ma première retraite vraiment, j'en avais fait en Inde, mais la première qui a vraiment eu un impact sur moi, c'était une retraite justement Vipassana. Et je remercie mon ex de l'époque parce qu'en fait, je lisais plein de livres sur le bouddhisme et la méditation, et je lisais plein de livres sur le bouddhisme et la méditation, et je ne faisais rien. Mais je pouvais vraiment parler pendant des heures de tout ce que ça avait d'utile. Et elle l'a fait. Puis elle est allée faire cette retraite de 10 jours, elle est rentrée conquise. Et là, il y a cet outil de développement personnel dont on ne parle jamais assez, l'amour-propre. Elle l'avait fait. Il n'était pas question que je ne sois pas foutu de faire pareil. Les 10 jours et tout ça, pas manger le soir, le silence. Et donc, je l'ai fait. Et en effet, c'était intéressant. Je suis sorti en me disant, c'était pas... J'ai beaucoup souffert de la douleur. J'ai surtout appris à transcender la douleur parce que j'étais hyper mal assis. Ils expliquent pas trop comment il faut s'asseoir, voire pas du tout. Donc, c'est un peu servez-vous du zabuton. Et puis, avec mes genoux 10 cm plus haut que la taille, c'était atroce. Mais du coup, j'ai appris, parce qu'ils expliquent quand même comment faire pour transcender la douleur par la méditation, pour rentrer dedans et tout ça. Donc ça, j'avais bien réussi. Je ne peux pas dire que les autres progrès étaient massifs, mais j'avais bien vu qu'il y avait du potentiel dans ce truc-là. Donc j'ai continué. Et ma première découverte, c'était justement cette histoire que je suis dans mon lit, je dors pas, je suis angoissé, mais je peux méditer, et je peux passer la nuit à méditer. Et c'est mieux que de passer la nuit à ruminer, et de toute façon, c'est pas la nuit, parce que je m'endors avant. Donc, c'était mon premier truc, vraiment complètement utilitariste. Quand je médite, mes insomnies sont plus épanouies, et souvent, c'est plus des insomnies. Et du coup, j'ai aussi réalisé que en revenant à la respiration et en revenant à la respiration, à un moment, l'émotion qui semblait insurmontable, elle redescendait. Elle passait d'elle-même. Donc, que ça marchait, ce truc. Et que l'esprit et les émotions qu'il traverse n'est pas ce que je pensais qu'il était, une espèce de Dieu cruel et capricieux qu'on doit apaiser avec des offrandes alimentaires ou pharmacologiques. On peut juste laisser la vague monter, laisser redescendre et respirer en attendant. Donc merci de m'avoir montré que les émotions pouvaient être domptées au moment où j'en avais vraiment besoin. Et le deuxième, peut-être pas exactement dans cet ordre, mais le deuxième dont je me rappelle, c'est la bienveillance. Parce que la bienveillance, ma première rencontre avait été calamiteuse, c'était justement dans cette retraite à Mont-Soleil, Goenka, où ils font un tout petit peu de bienveillance en fin de journée. Et c'était sinistre. En plus, il y avait une traduction en français qui était un peu clinique, quoi. On y croyait encore moins dans la traduction en français. Et c'était des phrases imposées, donc c'était... c'était puisses-tu ou que tu sois, mais que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé. Je me disais, oulala, j'avais l'impression d'être dans une secte bizarre. Et en plus, une secte qui me faisait finalement penser à la religion d'où je venais, mon catéchisme, j'avais pas spécialement envie d'y retourner. Donc, c'était vraiment bof. J'ai pas du tout croché. Et puis plus généralement, j'étais un jeune garçon. Les émotions, faut apprendre encore. La bienveillance, tous ces trucs-là. Donc ça m'avait vraiment pas percuté. Mon cœur était moins développé que mon petit cerveau. Et donc, j'ai persévéré quand même parce que c'était de la méditation et que j'avais envie d'y trouver un intérêt. Et j'ai fait des retraites aussi 100% bienveillance un peu plus tard. Donc, j'ai vraiment essayé de me plonger dedans.
Et déjà, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris qu'on pouvait formuler ses propres phrases. Qu'en fait, il n'y avait pas de raison de garder les phrases stéréotypées d'un vieux bouquin de commentaires bouddhistes, même pas de texte de commentaires bouddhistes il y a des milliers d'années, qu'on pouvait formuler les siennes. Ça a aidé déjà à formuler un truc que je trouvais pas ridicule, parce que c'est compliqué d'être sincèrement engagé si on n'adhère pas à la phrase qu'on répète. Et je me suis amusé aussi, j'étais en séjour en Argentine, je parlais pas la langue, j'étais en train de l'apprendre, et je me suis dit, je croise plein de gens, je marchais beaucoup dans la ville pour la découvrir, je vais essayer d'adresser de la bienveillance informelle aux gens que je croise, et dire, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite de passer une bonne journée, intérieurement bien sûr, hein. Et en choisissant un peu les personnes qui me paraissaient vulnérables, qui me semblaient avoir la santé fragile, je leur souhaitais un petit truc par rapport à leur santé. Et j'ai fait ça 1 ou 2 jours de suite. Et en fait, à la fin de la journée, à chaque fois, alors que j'y avais pas super cru, c'était un peu un exercice intellectuel, ça m'avait fait du bien. Donc, je dis ok, ça peut marcher même si c'est pas complètement ressenti sur le moment, mais ça creuse le petit sillon et il se passe quelque chose, comme ce que Salzberg avait aussi décrit. Et puis après, j'ai aussi réalisé qu'on pouvait se passer complètement des mots. C'était même un peu l'idée de départ dans la méditation traditionnelle. Et j'ai eu une expérience ou 2 dans des retraites où je me promenais vraiment avec ma petite flamme et je réalisais que je pouvais même rester croché. C'est-à-dire je pouvais enclencher la bienveillance et comme on oublie de couper la plaque, quoi, elle continue à chauffer après la méditation. Et je restais un petit peu à ressentir de la bienveillance pour les gens que je croisais dans la retraite, pour les portes, pour les bols, pour un peu tout. Tout était empreint de cette qualité-là. Et c'était vachement agréable. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre que ces états, plus on les cultive, plus on les considère, plus ils prennent de la place et plus ils nous sont naturels et plus ils sont proches de nous, plus ils sont vraiment accessibles. Et ils sont devenus de plus en plus accessibles aussi dans la vie quotidienne. Et un truc agréable, on a la motivation aussi à le cultiver de temps en temps. Et la bienveillance, j'avais réalisé que c'était rudement agréable d'être son petit réchaud. Et après, je me suis aussi intéressé à la joie empathique, à la compassion. La joie empathique, j'ai un souvenir complètement anecdotique, mais j'ai juste compris à quel point, si on prend cet état qui existe avant qu'on l'appelle joie partagée, avant qu'on l'appelle joie partagée, il existe, mais comme la bienveillance, plus on le considère, on y pense, on a un mot, plus il prend de la place et plus on le savoure aussi quand il apparaît. Et j'ai le souvenir d'un concours d'équitation, vu que ma fille adore les chevaux, où une fille qui n'était pas du tout ma fille, mais qui avait à peu près son âge, qui a peut-être aidé à passer le dernier obstacle, elle avait très bien réussi. Et j'étais en face d'elle et j'ai vu son sourire de satisfaction quand elle était fière d'elle et du parcours qu'elle avait fait. Et j'ai été hyper touché en fait par son bonheur. J'ai vraiment été directement... j'ai attrapé son bonheur au moment où je l'ai vu sur son visage. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien, la joie partagée. Ça veut dire que si on se rend de plus en plus sensible à capter et à voler la joie des autres, on a un potentiel de bonheur supplémentaire énorme si on s'ouvre à cette possibilité-là. J'ai aussi goûté à la compassion, qui est quelque chose pour moi d'assez miraculeux parce que ça
ça crée une enveloppe sécurisante pour des situations qui sont souvent désécurisantes. Quand on est face à la souffrance de quelqu'un, et encore plus quelqu'un qu'on connaît, on peut avoir la tentation de fermer la porte à l'émotion parce qu'on a peur du chagrin, on a peur de la peur, on a peur éventuellement de la culpabilité, on a peur, si on ouvre cette porte, la porte émotionnelle avec quelqu'un qui souffre en face de nous, il y a plein de choses menaçantes pour notre intégrité, pour notre bien-être qui peuvent sortir. Et en fait, avec la compassion, ça fait figure de moufle du conte russe. Et cette moufle abandonnée dans la forêt, puis il y a une petite souris, ou je sais pas, un petit animal au début qui la trouve et puis qui se met dedans. Et puis après, il y a l'écureuil qui dit « mais j'ai froid, je peux entrer aussi ?» Puis l'écureuil entre, et puis après, voilà, bon, le raton laveur, le machin, puis ça finit par l'éléphant. Et toute la forêt se retrouve dans la moufle. Et c'est un peu ça, la compassion. C'est une moufle très extensible. Et il y a beaucoup de souffrance, et ça nous fait peur. Et en fait, on peut tout rentrer dedans. C'est contenu. C'est contenu chaleureusement. Et je l'utilise tout le temps, en fait, depuis. Pas formellement, mais juste comme de pouvoir se servir. On dit, oulala, c'est une situation délicate. Comment ne pas fermer la porte à l'émotion parce que je peux pas. C'est me fermer la porte à la personne qui souffre, en fait, si je fais ça. Un peu de compassion, on va la chercher, elle est où ? Et juste l'appeler ou lui dire de venir pour qu'on ait l'espace pour accueillir ce qui se passe. J'ai aussi exploré la gratitude. Pour feu ma grand-mère maternelle, qui faisait des omelettes délicieuses, des tourtes de Linz exquises, qui avait un fichu, comme elle disait, dans les cheveux, et qui, quand je quittais sa maison, toujours en cachette, chaque fois que je venais, qu'on venait les voir, toujours en cachette de mes parents, en cachette, tout le monde était parti, elle me mettait une pièce de 5 francs dans la main, elle disait, ouais, tu prends, c'est pour toi. C'était un secret. Et puis elle disait de temps en temps, je fume pas, je bois pas, j'ai bien le droit de donner des sous à mes petits-enfants. Et pour moi, je savais que c'était risqué la grand-mère maternelle, mais pour moi, c'est vraiment l'incarnation de la gentillesse qu'on a. On a ces personnages, ces figures qui restent comme ça, comme la bienveillance, avec le privilège parfois qu'offre le saut des générations. Les complications des relations qu'il y a parfois entre des parents et leurs enfants, parfois elles sont épargnées aux grands-parents. Et, voilà. Donc j'avais envie de penser à elle, mais là aussi, les gens disparus, parfois, en tout cas je suis tenté de ne pas penser à eux, parce que je ne veux pas ouvrir la porte du chagrin. Et une pauvre façon de se protéger, c'est de ne pas y penser. Et Dieu sait que dans une société où on a tendance à évacuer la mort, ça peut aussi rejaillir, devenir une mauvaise habitude d'évacuer les morts de nos pensées. Il y a moins de rituels aussi pour penser à eux, où on les pratique moins. Et la gratitude m'a ouvert une autoroute, en fait, un peu comme la compassion, où je peux penser à ma grand-mère et à d'autres gens, et être ému, mais pas triste. Parce qu'en fait, je célèbre ce qu'elle m'a donné. Et je la remercie, donc l'état d'esprit, c'est une célébration. Et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir
s'autoriser autant qu'on veut de penser à des gens qu'on regrette sans pour autant avoir le sentiment de se faire du mal. Bien sûr qu'il peut y avoir de la tristesse, je ne dis pas qu'il n'y a que la gratitude qui s'invite, puis dans la gratitude il y a peut-être un peu de tristesse quand c'est une personne comme elle. Mais souvent il y a beaucoup de gratitude et pas beaucoup de tristesse, c'est juste une célébration de ce que j'ai reçu et de ce qu'elle m'a donné. Donc, merci. Merci de m'avoir montré que je pouvais être mon petit réchaud à chaleur humaine portatif. Pas besoin de source extérieure de chaleur, en fait. Pas besoin que quelqu'un nous inspire la bienveillance. Juste, on peut faire le feu soi-même. Et il y a la pleine conscience, c'est-à-dire la conscience de l'impermanence et de la désidentification, cette espèce de baguette magique qui transforme quelque chose de submergent et d'insurmontable en quelque chose qui n'est pas qui nous sommes et qui va passer. Et merci de m'avoir montré qu'il existait un nid de sécurité et de liberté en moi. Et de plus en plus, et ça m'est venu plus tard que la concentration, que l'utilité de la respiration, mais je pense que c'est le plus beau cadeau en fait. Cette présence toujours là, quand on a besoin d'elle, et quand une émotion forte pointe le bout de son nez, et ben, on l'observe. Et avec la confiance qu'on va être là pour l'avoir passé, comme on a été là pour l'avoir naître, et qu'on n'a pas besoin de se sentir autant concerné que ça par ce processus naturel d'une émotion humaine qui monte et qui redescend. Et ça a quand même changé ma vie profondément. C'est ce que je disais quand je disais il y a 1 ou 2 jours que j'avais l'impression que je n'avais pas pris mes cachets, quand je n'avais pas médité autant que d'habitude, que tout à coup je ruminais un peu plus. C'est vraiment la différence pour moi. C'est quand cette qualité de présence, ce petit îlot de sécurité, de liberté intérieure est là, quand il est à portée, quand il est accessible. Eh ben, j'ai les pensées médiocres et débiles et les émotions inadéquates, parfois, qui débarquent, mais c'est vraiment comme ce voisin, un peu pénible, et puis on ouvre la porte, puis voilà, il va sortir après un moment, et j'ai cette relation de mauvais voisinage assumé avec certains de ces visiteurs, et quand j'ai un orgueil qui pointe le bout de son nez, j'ai un petit sourire, oui, comme on considère un enfant de 5 ans mégalomane, quoi. Mais oui. La honte qui m'a tellement gêné, où c'est vraiment une petite morsure, et puis voilà quoi. Il y a des conséquences à long terme aux nombreuses erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie, et puis des bouffées de honte de temps en temps qui sont plus des raz-de-marée de honte. Ça me va. Hein. C'est vraiment une histoire de changer de relation et pas de faire disparaître quoi que ce soit. Et on parle beaucoup de liberté, la liberté que donne la méditation. Je dois reconnaître que pour moi, il est aussi beaucoup question de sécurité. Il y a vraiment cette idée de quoi qu'il m'arrive, ça peut être une question de temps, de patience, si on perd de vue cette présence-là, si elle est plus là parce qu'on est submergé, c'est trop fort, il y a trop de sollicitations, et il se passe beaucoup de choses. Oui, il faudra plus de temps. Ou peut-être qu'au lieu d'y avoir accès maintenant, on y aura accès quand on y repensera plus tard, et à un moment ou à un autre, le travail se fera. Donc ça donne une grande
un grand sentiment de confiance et de sécurité. Merci de m'avoir montré qu'il existait un nid de sécurité et de liberté en moi. Après, l'éthique, est-ce que c'est aussi important que les autres? Je pense pas, mais c'est quand même l'importance de l'éthique dans la pratique méditative, le fait que ça fasse partie en fait du chemin méditatif traditionnellement, et que ça m'ait permis de comprendre que ça rend heureux d'être bon, en fait. Ça contribue au bonheur et ça en fait partie. Je pense que ça m'a fait du bien, parce que j'ai vraiment l'impression que je vis et ai grandi dans un environnement qui a complètement oublié ça. Qu'être bon rend heureux. La preuve, c'est justement que même des gourous du développement personnel ont un manoir. C'est être une bonne personne qui rend heureux. C'est pas le succès. Et je pense que c'était une valeur évidente à l'époque antique et vraiment enterrée aujourd'hui. Je suis pas. Il y avait plein d'horreurs à l'époque antique, hein, j'oublie pas. Mais là, c'est un truc qui me semble, on a violemment perdu de vue. Peut-être d'avoir voulu se séparer de la morale qu'on trouvait un peu pesante, la morale chrétienne traditionnelle, et qu'il y a eu tout ce mouvement de s'éloigner de la morale traditionnelle, mais il en faut une. Au moins, il faut une éthique à défaut d'une morale. Et il faut reconnaître qu'elle est importante. Et puis ça pose la question, et évidemment ne pas nuire, faire du bien, et puis dans un monde qui part un peu en sucette comme le nôtre en ce moment, à quel point notre bonheur dépend-il aussi de notre contribution à ce que le monde parte un peu moins en sucette? Je me pose en ce moment pas mal cette question aussi. La responsabilité éthique. Ça va un petit peu avec le juste mode de vie des bouddhistes, que la façon dont on conduit sa vie contribue à notre bonheur. La méditation a changé ma relation au plaisir, et donc je lui dis merci d'avoir augmenté ma capacité à prendre du plaisir avec des petites choses. Quand on s'est construit avec la nourriture comme remède universel aux peines de cœur, réapprendre à aimer manger, vraiment aimer manger, pas aimer le résultat de l'anesthésie que ça permet, c'était tout un programme. Et je peux déjà dire que ma première retraite, je n'avais pas réussi du tout. Il m'a fallu beaucoup de temps en fait. Et ça, c'est pour ça que je vous en avais parlé aussi il y a 2 jours. Il y a des domaines de notre vie, pour des raisons qui sont toujours des raisons, qu'on garde à l'écart de notre pratique méditative. En disant oui, non, je médite là, mais ça c'est autre chose. Je ne peux pas appliquer la méditation à ce domaine-là, c'est compliqué, c'est pas possible. Et c'est suspect. Donc il faut encore plus le faire. Mais il m'a fallu un moment. Je laissais vraiment ça entre parenthèses et j'allais dans des retraites et je faisais comme les gens. Voilà, je regardais, ils mangent comme ça, plutôt lentement. Ils regardent leur assiette. Ok, je vais faire ça, donc je mange lentement. Mais le cœur y aidait pas du tout. Et après, quand j'ai compris, mais qu'est-ce que c'est bon de manger en pleine conscience, et je regrette de ne pas réussir à en profiter autant chez moi qu'en retraite, parce qu'il y a plus de trucs qui se passent, hein, mais c'est plus difficile d'avoir la même qualité d'attention. Mais à chaque fois, j'ai un immense plaisir à manger en retraite, et c'est pas le seul plaisir que j'ai redécouvert en pleine conscience, avec cet avantage que, en fait, si on mange en pleine conscience, je me répète, on peut pas abuser de ce qu'on mange. On est guidé par le plaisir, et le plaisir s'arrête bien avant qu'on abuse ou qu'on mange trop. Donc, on peut manger un peu trop, mais pas beaucoup trop. Donc, ça permet de manger à peu près à sa faim,
sans se priver. C'est le contraire, en fait, en se satisfaisant beaucoup. Et évidemment, les plaisirs simples, aussi les autres qu'on explore dans une retraite, la conversation avec un coq, le ciel étoilé, les gens, la nature, enfin voilà, les plaisirs gratuits. Et alors il y a eu au moins un autre gros facteur qui a contribué à ça, mais il y a aussi un moment où je me suis tout à coup rendu compte que j'avais plus envie de boire de l'alcool du tout, alors que j'étais pas un grand buveur, parce que ça m'apportait rien. En fait, ça me gâchait ma réalité. Ma réalité avait moins bon goût. Comme si on vous mettait trop de sel, trop de sucre. Vous dites, ah, c'était bon, puis là, il y a trop. Exactement comme ça. Et du coup, c'était pas une privation ou rien, c'était, en fait, ça me gâche le goût de la réalité. Et la réalité est déjà tellement intoxicante que je veux plus rien y ajouter. Je supporte d'ailleurs plus rien qui soit de près ou de loin psychotrope, même des médicaments, parce qu'évidemment, je ne prends plus ni somnifères, ni quoi que ce soit d'autre depuis longtemps, depuis l'époque où j'avais utilisé la méditation pour mieux vivre mes insomnies. Mais même ceux qui ont les effets secondaires de type psychoactif, qui sont les médicaments pour d'autres choses, me posent des problèmes qui ne me posaient pas avant. Donc j'ai un rejet de ce qui altère ma capacité à goûter le monde tel qu'il est. Qui est un effet secondaire. Et je dois parler aussi du chapitre suivant, dont j'ai déjà parlé une ou deux fois, parce que si je veux remercier la méditation pour tout ce qu'elle m'a apporté, je dois aussi parler de ça. Sachant que c'est toujours compliqué pour moi d'en parler, parce que c'est intransmissible et potentiellement discréditant. Mais c'est pas grave. Et donc, j'étais dans une retraite où ma méditation se passait bien, globalement. Et je suis allé voir Bhante Bodhidharma, mon enseignant de cœur, que j'embrasse au Pays de Galles. Il serait horrifié par mon bisou. C'est pas grave. Il est très sarcastique. Par moments, il fait de l'humour anglais noir, qui dans un contexte bouddhiste passe pas toujours autant qu'il pense que ça passe. Et en fait, je lui ai dit, ça va bien. J'ai une bonne continuité de mon attention, en fait. Mais du coup, je fais quoi? Parce que je plafonne un petit peu dans cette retraite. Et il m'a dit, explore un peu plus le détail de l'impermanence. Un peu plus, un peu ce que je vous disais, d'aller vers le brut et d'aller vers un temps encore plus... de vraiment zoom in, aller encore au plus près du temps qui s'écoule. Et puis va un peu plus à la rencontre de la désidentification, d'aller un peu plus chercher aussi ça. Et après, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est des instructions qui m'ont beaucoup aidé. Et après, c'est après une de ces causeries où j'étais dans un état méditatif très, très stable, en attention ouverte. Et tout à coup, le temps, ça allait très vite, les événements, il y avait une perception, une autre, son sensation, etc. Et il n'y avait plus du tout de moi, de Pierre, il y avait juste ce que je percevais. Comme ça peut arriver en méditation, par moments qu'on oublie un petit peu
qu'on est là, puis qu'on est juste dans ce qu'on observe. Mais il n'y avait vraiment que ça. Il n'y avait plus que l'expérience. Et je me suis retrouvé, je ne sais pas si c'est un lieu ou un état. Enfin, il y avait une présence, en fait, une qualité de présence. Je dirais presque de présence au pluriel, là, mais de présence. D'une extrême bonté. Et extraordinairement rassurante et consolante et réconfortante, qui me donnait l'impression que j'étais réuni avec une famille perdue depuis très longtemps. Enfin, vraiment, cette impression que vous pourriez imaginer avoir si ça fait 20 ans que vous avez complètement perdu de vue vos parents, je sais pas, et que tout à coup, vous les retrouvez. Et en fait, ils étaient là. Et cette impression de revenir à la maison, en fait, après longtemps, hyper forte. Et qui correspondait à la disparition tout à fait bienvenue de mon identité de Pierre. Donc, ça m'a déjà ôté toute peur de ce que ce mot désidentification implique, parce qu'il n'y a que du bon. C'est pas grave de plus être là du tout. Et la compréhension, pas évidemment intellectuelle, mais juste la compréhension que c'était plus vrai que mon vrai, que la vie habituelle n'était pas la vraie chose, que ça c'était vrai, mais de le dire n'a aucune espèce de valeur, mais c'est une évidence, comme une évidence physique, quoi. C'est plus net, c'est plus vrai, c'est plus lumineux, c'est la vraie vie, en fait. Et la certitude que c'était là avant et que ce sera là après, moi. Donc qu'en fait, ce truc-là, cette réalité vécue est un truc très temporaire, mais c'est absolument pas grave, parce que la vraie réalité, la vraie chose, elle était là avant, elle sera là après, et ça n'a pas d'importance en fait. Et donc c'est un gros impact sur moi, et ça s'est reproduit de temps en temps, un peu de façon différente. Et c'est après ça que j'ai plus envie d'alcool non plus. Enfin, ça a précipité peut-être certaines des choses qui étaient en germe par la pratique méditative. Et en même temps, ça m'encombrait. J'avais pas mal d'ambivalence parce que je trouvais ça en même temps encombrant, parce qu'en fait, on se rappelle quand même que je suis une personne extrêmement cartésienne de base, ce qui doit encore s'entendre malgré ma décompensation mystique, dans ma façon de m'exprimer et de penser. Et je cherchais pas dans la méditation quoi que ce soit de spirituel. Je venais pas pour ça. Je veux qu'on me rembourse. Non. Et du coup, ça m'a quand même un peu...
en même temps encombré, puis en même temps ravi, soulagé. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien, mais il y avait quelque chose de gênant aussi. D'autant plus gênant que je sais, et là j'ai un public de gens bienveillants, mais je sais que ce genre de trucs sont inracontables, parce que intransmissibles, dans le sens que des gens avec des grands yeux et des larmes et qui disent en revenant de leur pontage coronarien qui s'était mal passé, alors j'ai vu la lumière, et puis c'était... Là, on se dit, c'est cool ce qu'ils ont vécu, mais on ne connecte pas, puisqu'on n'a pas vécu la même chose. Et j'ai bien conscience des limites de la transmissibilité de ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas, le hasard veut souvent que les expériences, là je pense plutôt aux expériences de mort imminente, arrivent à un comptable expérimenté, champion de Sudoku, qui passe sa vie à écrire des articles critiques de l'homéopathie sur son blog. C'est généralement des gens comme ça qui se prennent dans les gencives une expérience de mort imminente, puis qui ressortent en disant « bah alors, ouais. En fait, quand même, je sais pas, il y a un truc. » Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et les conséquences, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est merci de m'avoir totalement réconcilié avec la mort, mais vraiment, je peux dire en toute honnêteté que j'en ai rien à foutre. Excusez-moi. Dans le sens que ce qui est douloureux, c'est d'être séparé de mes proches. J'ai pas envie d'être séparé de mes parents qui commencent à avoir l'âge où on peut s'inquiéter d'être séparé d'eux. Je serais très triste quand je serais séparé d'eux. Mais s'y ajoutera pas cette peur du néant ou de leur engloutissement dans quelque chose qui mange les gens qu'on aimait, parce que c'est pas vrai. Parce que je peux plus croire à cette fable qu'on n'est qu'un amas matériel qui disparaît après une moyenne de 82 pour les femmes, 77 pour les hommes. Donc ça change quand même beaucoup de choses dans la relation que j'ai à la peur de la mort de mes proches que j'aime, et puis alors encore plus à la mienne. Et c'est pas rien dans le sentiment de sécurité. Et encore une fois, que ce soit illusoire, comme pour les gens qui ont des expériences de mort imminente, peut-être. Mais alors c'est une illusion qui était plus vraie que la réalité à mes yeux quand je l'ai vécue. Et c'est pour ça que j'en tire pas les conclusions, mais que j'en ressens ce que j'en ressens maintenant. C'est parce que c'était vrai. Donc voilà. Et merci aussi de m'avoir aidé à porter plus légèrement une identité dont je suis maintenant vraiment sûr qu'elle ne fait que passer. Et ça me gêne pas. J'ai pas compris, j'ai pas la prétention de comprendre à quoi ça correspond, ces expériences-là. J'ai pas de compréhension métaphysique, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qui me survivra, et puis que c'est le truc qui est déjà maintenant le plus important. Donc, j'ai pas peur, j'irai vers quelque chose de plus vrai que ce que je suis maintenant, ça me va. C'est la part d'inconnu peut être... La séparation et l'inconnu sont les deux choses désagréables qui restent présentes, mais pas le reste. Pour un petit garçon qui avait peur du néant quand il n'arrivait pas à s'endormir, je dirais que la méditation était particulièrement généreuse de me réconcilier avec ça. Et j'aimerais souligner que ça m'énerve quand même. C'est idiot, hein. Mais à chaque fois que je l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait 3 fois, je pense, que je raconte cette histoire, je me dis, non seulement l'histoire est invraisemblable, m'expose, je sais pas, au ridicule, on va me prendre pour un illuminé, mais en plus, je vais la raconter de façon robotique parce que ça fait longtemps que les émotions ont disparu.
Et j'y recrois à chaque fois. Je dis, ah oui, là, certes, la dernière fois, t'avais à moitié fondu en larmes, mais là, il s'est quand même passé, tu vois, bientôt 7 ans, tout ça. Eh ben non. Ce qui veut aussi dire quelque chose dans l'importance que ça a, c'est qu'en fait, c'est impossible de passer outre, de digérer le bouleversement que ça provoque, que ça a provoqué, que ça provoque. Je voulais remercier la méditation pour tout ça et vous remercier vous parce que quand j'ai commencé à enseigner, j'avais plein de bonne volonté et un amour de la méditation, mais jamais j'aurais autant médité que si, un peu paresseux que je suis parfois, que si j'avais eu l'obligation de le faire éthique, parce que je pense pas que je sois un champion de la discipline. Dans un contexte comme une retraite, je suis très discipliné, je suis un bon élève, mais seul face à moi-même, je pense pas que j'aurais autant bossé que si je m'étais senti obligé de le faire parce que j'avais une responsabilité en tant qu'enseignant de faire mon travail consciencieusement, donc de bosser. Et, et j'ai vraiment vécu, évolué, grandi dans ma pratique méditative grâce à mes gentilles participantes et à mes gentils participants. Et je vous suis très reconnaissant, vraiment, parce que Dieu sait que ça m'a fait du bien. Ça a transformé ma vie pour le meilleur. Et je suis extrêmement heureux de voir des parcours méditatifs quand je parle avec vous, et puis de voir les hauts, les bas, qui évoquent mes hauts et mes bas, et puis les découvertes, et puis le début d'une passion pour cette vie introspective que je sens, puis parfois plus que le début. Donc, merci beaucoup, vraiment, 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 vraiment merci. Et puis, je vous souhaite d'en retirer autant, de continuer à en retirer et d'en retirer autant que j'en ai reçu. Voilà, merci.